Bon, est-ce que vous voulez écouter Framon sur Inoxtag? Envie de Framon le Inoxtag. Les gens, Framon a parlé de Kaizen, esprit sushi, esprit shonen, esprit shogun. Est-ce que ça vous dit on regarde? On parle comme ça de a-t-on besoin de se dépasser? On parle un peu de développement personnel. Je sens qu'il va sucer Inox, mais let's go. Bah y a moyen, mais après il a sucé Luigi aussi, donc basé, tu vois. Mais En tant que militant révolutionnaire, quand je vois le documentaire d'Inoxtag, je pourrais effectivement être dans une posture nous qu'on appelle gaucho-chiante, quoi. C'est-à-dire, on dit voilà, c'est de droite, c'est nul ce documentaire qu'énormément de gens aimaient, nous on déteste parce qu'on est des purs, on est des vrais. Ou est-ce qu'au contraire, on va aller prendre ce qui nous intéresse dedans, de façon, oui j'admets, un petit peu opportuniste, pour s'approprier cette référence culturelle. Pour moi, le mouvement écologiste, il devrait inviter Inoxtag dans, je sais pas, une des émissions, puis discuter de ça, faire témoigner cette équipe sur ce qu'ils ont vu sur l'Everest. oui, c'est très précis. Bah tu peux te dire que lutter contre le réchauffement climatique et la cause écolo, en soi, c'est un Everest à monter, c'est un truc quasi impossible. J'ai vu les vidéos basées sur le sujet dans les milieux écolos de YouTube, c'est juste que ça perce pas. Bah bien sûr, mais lui, il parle des écolos en parlant de ELV. La question de qui va à la montagne, c'est toujours une question qui m'a intéressé. Parce qu'en fait, la réponse, c'est plutôt les gens qui vont à la montagne, c'est plutôt des blancs aisés. Donc, j'ai vu la vidéo passer. Vous avez déjà fait du ski? Dans les vraies questions. En vrai, je me suis rendu compte il y a pas si longtemps qu'on était beaucoup à pas avoir fait de ski dans notre vie. Jamais, non, 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 oui. Moi, j'ai fait de la luge, ski alpin. Moi, je suis allée une fois, 2 fois, avec le centre aéré. Ils nous ont emmenés au Monte Cinto, ski de fond. Bah, on a fait de la luge, mais je crois que c'est pas le même endroit, mais c'est pas la même chose de fou. Et on n'allait qu'une journée. Oui, mais truc de riche, c'est obvious. Maintenant, je pense que quand t'habites proche de la zone, peut-être ça peut devenir ton sport. Je sais pas. Moi, je suis allée. Bah après, moi, il y avait pas beaucoup de collines. Ça impliquait vraiment beaucoup de déplacements. Mais on allait vite fait, une fois en janvier, faire de la luge ici, qui est la plus grande montagne de Haute-Corse, qui est pas forcément très haute non plus. Je pense pas que ce soit que bourgeois, je pense que c'est en faire souvent qui est bourgeois. C'est y aller tous les ans. Mais ça se trouve, vos darons, ils se sont retenus pendant 3 ans pour une fois dans l'année, au bout de 4 ans, vous emmener là-bas, quoi. Moi, je sais, et je pense qu'il y a ça dans beaucoup de familles. On a une combinaison de ski chez nous, dans la maison de mes darons, qui était à ma daronne quand elle était petite. Quand elle était plus jeune, quand elle avait genre 20 ans, qui est vieille et qui pue. Oui, et c'est genre, si jamais quelqu'un va au ski un jour dans la famille, on a. Genre, on sait, je prends la combinaison de maman. Et si on va au ski, on sait, peut-être qu'on prendra ça. Je sais que ma sœur, elle a été au ski l'année dernière. Elle a pris la combinaison de ma daronne de quand elle était petite au début. L'espoir. Mais je sais pas pourquoi, mais on regarde ça, quoi. Après, on a aussi la robe de mariée qui date des années 80, donc... Et moi, je trouve qu'on est plus dur, par exemple, avec les gens qui sont moins légitimes dans la société. Par exemple, dans la production, on va dire, artistique, oui, ça, les gens qui se sont fait connaître via Internet, ils sont souvent perçus comme moins légitimes par les autres, qui sont un peu les gardiens du temple. C'est plus vrai, ça? Moi, je pense quand même que si. Si t'arrives... En fait, les parvenus dans un milieu bourgeois, je pense pas que ce soit les plus regardés. Je pense que les bourgeois font quand même un espèce de truc de ça les saoule quand leur espace devient plus accessible. C'était clairement pas un doc des os, pas des os. Pour moi, c'était un film, hein, de 2 heures. Enfin, c'est pas une vidéo YouTube, les gens. C'est un gros truc, hein. La combi est tellement vieille qu'elle est coloniale. Les bâtards. Et il nous a semblé que c'est vrai qu'on a une certaine expertise pour parler de ce discours dominant. Et moi, ce que j'ai pensé, c'est que je n'ai pas vu en Kaizen une apologie d'un discours capitaliste et ultralibéral. Dans ton article, tu repartages un tweet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce tweet et pourquoi tu en as parlé? Ouais, j'en ai parlé parce que c'est un tweet qui a lieu quelques semaines ou mois. Ce tweet, je sais pas si vous l'aviez vu, les gens, surtout ceux qui n'ont pas Twitter. C'était genre juste le boug, il est allé à la montagne et il a dit: les mecs, prenez votre équipe et quittez votre quartier, faites de la randonnée. J'ai ouvert les yeux, voilà, en mode c'est trop cool. Damien Rieu a code tweet son tweet pour dire: regardez, ils vont même grand remplacer nos montagnes. Perso, je râle à chaque fois. Non, sérieux. Ah ouais, les gens de l'extrême droite. Apprendre que des Arabes vivent à la campagne aussi. Il y a même des Arabes à la campagne, hein, vraiment. Et les Arabes, c'est des Français, hein, bien évidemment, mais c'est des gens qui eux-mêmes considèrent comme des Arabes parce qu'ils sont d'origine arabe. Ou arabo-musulmane. Il me semble avant la sortie de Kaizen. Donc effectivement, on voit un jeune qui a tous les codes du jeune de cité, quoi, vestimentaire, etc., qui est au bord d'une rivière qui pourrait être dans un massif montagneux, on ne sait pas lequel. Il y a même des Arabes en Corse, mais non. Effectivement, les Pyrénées ou les Alpes, il n'est pas dans un endroit extraordinaire, il n'est pas au sommet du Mont Blanc.
Roland, qui dit voilà, Bientôt la polémique des femmes voilées en rando. c'est formidable ce que j'ai découvert là, venez quoi. Et en fait, ce tweet, il s'est fait connaître parce qu'il a été retweeté pour le coup par des gens racistes qui disaient ah non, ils vont pas envahir en plus. Oui, allez-y, c'est mieux que votre petit trafic de quartier. Donc déjà, hein, ça part du principe qu'il est dans un quartier. Surtout que s'ils disent ça juste pour comment il est habillé, désolé, hein, mais à la campagne aussi, les gens ont Internet et du coup sont influencés par les codes sociaux d'Internet et s'habillent comme ça. Hein. Désolé, hein, nous aussi, on est socialisés et technologisés. Hein, Parce qu'il a été retweeté pour le coup par des gens racistes qui disaient ah non. Ah, c'était donc ça les Capri Sun par terre. Je comprends pas. Le Capri Sun, j'ai honte, mais ça m'a fait rire. Bah, tout le monde boit du Capri Sun, c'est trop bon. Enfin, c'est du jus de fruits, quoi. Non, merci, la nature doit rester propre, pas de déchets, de pipi, de hurlements de bêtes. Tu connais pas les campagnards? Ouah, tu connais vraiment pas les campagnards, Marès. Restez bien où vous êtes surtout, venez pas nous polluer par là, on perdra patience à force vraiment. Voilà, ils ont juste vu un arabe dans une montagne. Hein. Elle porte bien son nom, l'anomalie. Oui, anomalie 10. Vraiment, j'adore la montagne, mais les gens qui vont en montagne, le nombre de FDP. Mais moi, les gens, j'ai vécu dans la montagne, bien évidemment qu'on est... Genre, personne pisse en rando. Le pipi, c'est pas la nature. Les gens, tout le monde fait ça, quoi. Moi, on va à la rivière tous les étés, on fait des petites randos pour aller à la rivière. Bah, tout le monde crie, tout le monde jette tout, de la merde, bref. Ils vont pas envahir en plus nos montagnes quoi. Et je trouve que ce tweet il dit quelque chose de tragique sur le racisme en France, c'est-à-dire que les jeunes dits issus d'immigration on n'aime pas quand ils restent chez eux parce que c'est dangereux, c'est du communautarisme, etc. Mais on veut pas non plus qu'ils aillent dans d'autres zones qui ne leur sont pas réservées. Par exemple, tu nous expliques qu'il y a une différence de traitement entre la démarche d'Inoxtag et celle de Mike Horn, par exemple, qui quelques mois ou quelques années plus tôt allait tenter sa propre ascension de l'Everest. Mais on est d'accord, lui, c'est un bourge aussi, Mike Horn. Mike Horn, atteindre le sommet du K2 est presque devenu une obsession. Mais c'est assez, tu l'as fait aussi. Attendez. C'est un colon. Mike Horn, il est pro-apartheid. Ah, full bourge. Oui, bon, c'est une merde. C'est un giga colon, c'est une merde. Ok. Mais même le bouc est en train de dénoncer le fait que les gens veuillent aller sur le Everest, alors que lui-même l'a fait et en a fait la pub. Et s'est fait de la thune grâce à ça. Horn millionnaire, en plus. J'avais pas les... Ouais, moi non plus. Par exemple, qui quelques mois... Il parle pour lui, je pense. Non, j'ai l'impression qu'il dénonce. Hein. À 18 ans, il s'engage dans l'armée sud-africaine dans le bataillon 101. Il quitte son pays natal en 1990 pour s'installer en Suisse, un des 3 seuls pays avec Israël et le Royaume-Uni. Mike Horn est un mercenaire sud-africain qui a participé à des massacres. Mais c'est super! Waouh! Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a des riches à qui on s'en prend plus facilement parce que quelque part ils sont plus faciles à attaquer. C'est-à-dire on va moins s'en prendre parfois à des vieilles familles qui règnent sur la France parfois depuis des siècles que sur des gens qui se sont enrichis très rapidement. Ça c'est réel un peu. Après, ouais. C'est pour ça que moi, parfois, ça m'énerve aussi les critiques des influenceurs Dubaï. Parce qu'il faut faire les critiques des influenceurs Dubaï, je suis d'accord. Hein, mais souvent, les bourges, ils aiment bien s'en prendre qu'aux influenceurs qui vont faire de l'évasion fiscale à Dubaï. Par contre, les muliers, la bourgeoisie française, bien blanche, bien catho, qui font de l'évasion fiscale, ils en parlent pas. Ils sont vulgaires aussi. Ouais, en plus, ils ont pas les codes, donc ça doit doser. Les influenceurs Dubaï, ils baignent dans toutes les escroqueries, c'est pas le level des footballeurs. Mais les footballeurs, c'est même pas eux, les vrais bourgeois, les gens. Moi, bien évidemment qu'on peut faire des critiques sur les influenceurs Dubaï, mais moi je te parle des muliers qui payent 1% d'impôts, qui ferment des Auchan en se payant en dividendes et qui foutent tout le monde à la précarité en France. Ça, c'est les vrais bourgeois qui durent depuis longtemps et qui en plus capitalisent sur nos gueules. Hein. Eux aussi, ils sont dans tous les problèmes. Hein. Voire moins. Et quelque part, Inoxtag, il arrive et il brise les codes complètement. Il brise les codes complètement dans sa façon de filmer, dans sa façon de se mettre en scène. Mais globalement, il y a une sorte de sectarisme des professionnels de la montagne, des alpinistes reconnus pour dire « Ah non, c'est catastrophique, ça donne une très mauvaise image de la montagne. Faut surtout pas que les jeunes l'imitent, c'est très mauvais, etc. » Donc en fait, ils veulent un peu préserver un entre-soi, l'entre-soi de la montagne. Ça perturbe Après, et oui, en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que la critique, elle vient des mauvaises personnes. Parce que voir d'autres guides de haut de montagne, fils de pute, qui montent le truc, etc., c'est de la merde. Qui pourrait l'imiter? Mais je crois que les jeunes, ils veulent même pas... En fait, tous les jeunes qui ont regardé le truc d'Inox, ils ont pas envie de monter l'Everest, en fait. Qui a les moyens? Bah oui, c'est ça. Marc Bâtard. Ah oui, d'accord. Ça agace pas tant que ça. Mais en fait, le vrai problème avec l'Everest, c'est que maintenant, il y a la queue, quoi. C'est que tu vois que c'est devenu une zone touristique comme les autres, et ça, c'est relou, parce qu'en vrai, on s'en fout, mais en vrai, qui devrait avoir le pas sur les autres? En fait, c'est plus chiant pour les Sherpas, pour les gens de la zone, et encore, eux, à cause du capitalisme, il leur faut un taf. Le vrai problème, c'est le capitalisme. Montagne que j'aime beaucoup, ça amène beaucoup d'accidents, ça banalise totalement cette montagne. Oui, voilà, mettre l'entièreté du surtourisme en montagne sur le dos d'Inox, c'est un peu gros. Oui, surtout que direct dans son reportage, tu voyais déjà qu'il y avait la queue, donc... C'est-il juste le fait de pouvoir dire j'y suis allé.
Mais non, tu l'as violé l'Everest, t'as rien vu. C'est comme les gens qui faisaient le tour des Club Med et qui pensaient avoir fait le tour du monde. Quoi? Mais que reste-t-il? Juste le fait de pouvoir dire j'y suis allé. Mais non, tu l'as violé l'Everest, t'as rien vu. Je l'ai violé, bref. C'est comme les gens qui faisaient le tour des Club Med et qui pensaient avoir fait le tour du Et monde. lui, il a fait quoi? Lui, il est blanc, il a fait des photos, les gens, d'accord? Il a pas violé l'Everest. Inox, il a fait une vidéo YouTube, c'est pareil. Bon, ok, si, c'est pareil. Même dans des montagnes moins prestigieuses comme les Pyrénées, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est le nombre de patrons que je croise, des grands patrons qui font cette activité-là pour mettre en scène une forme de... Rencontre avec Emmanuel Faber, le grand patron qui grimpe pour garder les pieds sur terre. La seule différence entre l'Everest et n'importe quel sport, Insta avec 3 heures de queue pour faire sa photo, c'est les barrières éco à l'entrée. Bah oui, comme disait Lovasagi dans le chat, c'est le vrai problème avec l'Everest, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui peut y aller. Et voilà quoi, il n'y a que 1% des plus riches qui peut y aller quoi. Sobriété, une forme de recul par rapport aux événements. On a beaucoup de grands bourgeois qui font le Mont Blanc, l'ascension du Mont Blanc ça coûte très cher, qui se prennent en photo avec le drapeau de leur entreprise. On a l'ancien PDG. C'est devenu un truc d'entreprise. C'est devenu le team building quoi, le Mont Blanc. En photo avec le drapeau de leur entreprise. On a c'est vrai, c'est un séminaire. L'ancien PDG de Danone qui a écrit récemment un livre pour expliquer ce que la montagne lui a apporté comme recul par rapport, on va dire, au bruit de l'humanité. Bref. Ouais. En fait, je le vois, le privilège de prendre des cadavres pour point de repère. Oui, le privilège c'est de prendre des cadavres pour point de repère. Non, mais le privilège c'est d'avoir le temps, d'avoir un loisir qui soit l'alpinisme. L'alpinisme, tu n'en fais pas comme ça tous les 2 jours en te promenant. Bah, je sais pas, mais en fait, il y a une espèce de privilège là-dedans. Bah, en fait, je le vois comme les Parisiens qui font des vacances qui disent oui, pour me déconnecter, je vais à la plage. Comment t'es Parisien et tu vas à la plage? Le nombre de gosses qui habitent dans des zones... Oui, ça dépend d'où tu vis. Moi, j'habitais en Corse, donc aller à la plage, ça allait. Paris-Plage, à part Paris-Plage. Arrêtez avec votre scène, là. Mais le nombre... Enfin, les Parisiens qui font du surf pour se détendre, bah c'est des bourgeois. Et on en revient, du coup, aux jeunes qui allaient à la montagne et qui disaient « Oh là là, regardez, c'est génial d'aller à la montagne, les gens. » C'est que quand t'as grandi dans une zone où t'es loin de la plage et loin de la montagne, bah souvent, t'y as jamais été de ta vie et tu découvres à 20 ans quoi, à 30 ans C'est pour ça que la montagne et la rando, les gens, c'est pas de l'alpinisme hein. Moi aussi j'en ai fait de la montagne et de la rando hein. J'étais même en terminale, option sport, classe de randonnée, classe de montagne, bon, comme Maxime Biaggi. Je sais que ça choque les continentaux quand on dit qu'on était en classe bac pro montagne. Ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'on a du coup des associations ouvrières qui essaient de donner accès aux classes populaires, à la montagne, pour que ça soit plus quelque chose qui soit réservé à la bourgeoisie. Le temps est beau et l'on a presque envie de chanter pour eux, de chanter pour ces 2 hommes, petits comme des fourmis et grands comme des amis. Waouh. Mais moi, ça me donne même pas envie en vrai. En fait, moi, tout ce qui est dépassement de soi physique me donne pas envie. Je crois que je suis trop flemmarde pour aimer des trucs. En fait, c'est aussi peut-être pour ça que j'ai pas d'objectif de vie, quoi. C'est que moi, mon objectif de vie, c'est d'être heureuse. Mais tout ce qui me fatiguerait même mentalement, hein, ça ne me donne pas envie. Ça, je sais pas pourquoi. Oh, mais objectivement, quoi, c'est pas même pas doux, c'est genre j'ai pas envie, quoi. Tout pareil, bah moi c'est trop froid. Ah oui non, trop froid en plus, oui c'est vrai. C'est même pas forcément toujours se mettre en difficulté. Ouais, mais même si je dois me fatiguer, flemme en fait. Je suis fatiguée à l'idée de me fatiguer. Je vais pas me crever le cul alors que c'est pas obligé. Bah c'est un peu ça, quoi. Après c'est cool si c'est votre passion, mais bon. Oh Dani. Après, moi j'adore la rando, mais c'est pas un objectif en soi, mais j'adore la rando, moi quand je vais en vacances, parce que c'est aussi un moment que tu partages, moi je le fais souvent en famille et tout, j'ai mon petit sac à dos, avec mes petites barres de céréales et ma bouteille, et on marche comme ça, et on voit, et on regarde, après je me fatigue pas. Dépassement collectif, un peu la gauche, bah... Ouais, peut-être. Oui, c'est vrai que faire gagner la gauche, c'est un dépassement en soi. C'est l'esprit. Bah, je sais pas, avec des gens, pas que 16 km en pente. Non, pas voilà, c'est ça. C'est ce genre de rando où tu souffres, flemme. Alors que petite rando bien vallonnée, ça dépend ta rando sur une montagne bien vallonnée. Si, bah j'ai fait les étapes du GR20, moi, les gens. Oui, j'ai fait des trucs bien vallonnés, mais c'est parce qu'il y a des grosses montagnes en Corse. L'esprit Kaizen, waouh. Je parle de vécu. À 16 km en pente, ouais. J'ai fait le Vésuve. Attendez. Ah, le Vésuve, c'était fatigant quand même. Vésuve, pente. C'est beaucoup, je crois. J'ai pas de point de comparaison. Mais je me souviens que on était comme ça, quoi. Ça allait le Vésuve dans mes souvenirs. Bah, moi, dans mes souvenirs, quand même, ça nique sa mère en jambes. Oui, voilà, c'est comme ça. Putain, le Vésuve, c'était bien. Je l'ai fait il y a longtemps, je l'ai fait en 2014. Ah oui, le GR20, c'est bien vallonné. Ouais, mais j'ai fait des étapes du GR20, j'ai pas fait de GR20. 7 degrés, c'est beaucoup. Oui, c'était beaucoup, là, mais j'avais un peu souffert des jambes. Mais c'était avec ma classe de latin. Des fourmis
et grands comme des amis. Qu'on doit être dans la C'est joli le GR20, pour moi c'est indispensable pour une rando. Alors vraiment, des paysages du GR20, ne serait-ce que dans le Cap Corse, frérot, Oh, ça je l'ai fait avec ma classe de rando, ça. Celle-là, tu te poses ici et tu fais ton petit goûter. Attends, je vais te montrer les aiguilles de Bavet, là, c'est une des premières étapes du GR20. Et là, tu montes les aiguilles, tu montes sur des petits rochers. Après, c'est bien pentu, hein. Bien pentu, le GR20. Mais c'est magnifique. Ah ouais, non, mais c'est trop bien la Corse, hein. Vraiment. Par contre, ouais, 1855, quoi, c'est sacré maître, hein. C'est technique, non. Un des plus difficiles d'Europe comme circuit. Aucune idée. Je sais qu'il y a des gens qui meurent là-bas. Parce qu'il y a des gens qui vont en claquettes. Des touristes qui vont en claquettes en plein été. Moi, j'ai que fait les étapes, hein. Je pense pas que je pourrais faire tout GR20 d'un coup. Le rapport prolétaire à la montagne met en valeur plutôt la cordée. Donc la cordée, c'est le fait qu'on est obligé de s'encorder à plusieurs pour gravir une montagne en réalité. La solidarité, la confiance. La solidarité et la confiance, exactement. Et donc ça, c'est pas le même rapport à la montagne, c'est un rapport ouvrier prolétaire, en tout cas solidaire. On pourrait dire un rapport de gauche, si on veut, un rapport de gauche et un rapport de droite. Le rapport de droite, c'est je me fais tout seul, je montre ma propre puissance en tant qu'individu. Le rapport de gauche, c'est certes, je m'accomplis, mais je m'accomplis à plusieurs, en s'entraidant. Et du coup, selon toi, Inoxtag, il est plutôt côté gauchiste que de l'autre côté? Je pense OMG, l'analyse de Framont que le cœur de la controverse, une partie de la controverse, elle porte là-dessus. C'est-à-dire que, et là, j'admets que moi, je suis dans le doute. Hein. C'est-à-dire Est-ce qu'il est plutôt dans le communautariste ou... Le communautarisme. Non, est-ce qu'il est plutôt dans le en groupe? Je suis en sueur sur la réponse. Moi, je pense qu'il va dire de gauche, mais juste parce qu'il est arabe. Moi, j'ai regardé des documentaires et j'ai plutôt vu des messages qui vont dans le sens de la conception prolétaire de la montagne, notamment la scène de son arrivée au sommet de l'Everest. La première chose qu'il dit, c'est pas « je l'ai fait », c'est avant tout, alors je sais plus quels sont les termes exacts, mais ce qu'il exacte avant tout, c'est l'aventure collective. Tu l'as fait. Merci Mathis. Tu l'as fait mon gars. Merci mec, c'est grâce à toi. C'est grâce à vous aussi les gars. Sans les Sherpas, on n'aurait jamais été là. On n'aurait jamais réussi. Mathis, on l'a fait gros. C'est on. Ah, il va dire qu'il est de gauche juste parce qu'il dit on au lieu de je. Quand il a fait la promo de son documentaire sur France Inter, il a dit « ceux qui disent qu'ils se font tout seuls, c'est faux. On se fait toujours à plusieurs ». Pour moi, il a vraiment mis en avant ce message-là. Et donc... j'ai l'impression que ceux qui disent l'inverse n'ont pas vraiment regardé le documentaire, n'ont pas vraiment regardé sa promotion et en ont regardé un peu la surface, c'est-à-dire la mise en scène d'un individu face à la montagne. Et tout le film est auto-centré, mais à la fin il dit on, donc ça va tranquille. Moi je sais pas, les gens, je l'ai pas vu en entier le film, j'avoue, j'ai vu que des extraits, j'avais un peu la flemme. C'est vrai qu'il y a aussi ça, hein. L'affiche, c'est lui seul face à la montagne. Donc je comprends qu'on puisse avoir cette interprétation, mais moi j'invite celles et ceux qui ont l'impression qu'on est vraiment sur une exaltation individualiste, libérale, coloniale presque de la montagne, à essayer de voir les choses un petit peu autrement. Comment avoir une approche prolétaire du truc quand l'ascension coûte plusieurs milliers d'euros rien qu'en équipement? Mais parce qu'il faut dépasser l'image de... en fait, je pense que si tu pars du principe que le message c'est « monte l'Everest », oui, bien évidemment, parce que pour monter l'Everest, il faut de l'argent. Mais si le message c'est juste dépasse-toi dans ton action individuelle, dans ce que t'aimes, dans un sujet qui te fait plaisir, tu peux le faire. Tu peux te dépasser dans le dessin. Tu peux te dépasser dans la broderie. En fait, le truc, c'est si tu pars du message que le truc, c'est un truc de tu dois te dépasser, ça peut aller. Inox l'a fait avec sa commu, pas juste en l'utilisant pour lui. Lélé au niveau argent, ça marche. Mais en fait, moi, c'est si vous partez du principe que tous les jeunes qui ont regardé ce docu se sont dit je vais montrer l'Everest. C'est aussi prendre les jeunes pour des cons, quoi. Ouais, il faut regarder le côté émancipateur, individuel et collectif, c'est ça. Oui. Voilà, comme tu dis, Yotchin, oui, exactement, merci de le dire. J'étais un peu agacée par tout le discours, on peut pas le faire ça, nous, plus si tout le monde fait ça, mais oui, évidemment, c'est pas le propos, même si je comprends qu'il te fallait le dire, évidemment. Ouais, c'est un truc tu peux le préciser, par contre, dire que, bon, il y a un level de bourgeoisie, mais après, je sais pas s'il a précisé, je crois qu'il avait précisé chez Salamé en tout cas. Après, le fait qu'on puisse pas le faire reste mon plus gros souci. Ah, ça fout le seum, hein. J'avoue, ça peut foutre le seum. Hein. Surtout, en fait, c'est pas que. Il y a pas que la côté on peut pas le faire parce que ça coûte cher. Il y a le côté on peut pas le faire parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on doit faire de l'argent pour survivre. Parce que moi, si j'ai pas mon SMIC pendant un mois, je suis dead. Et ça énerve aussi parce que il y a ce truc il y a le privilège de pouvoir utiliser l'argent pour le faire et le privilège d'avoir le temps de le faire. Vous forcez, on peut pas le faire, ça concerne pas juste l'Everest. Bien évidemment, on dit pas le contraire, mais... La grosse critique qui est faite, c'est oui, mais il avait des porteurs, il avait des Sherpas, est-ce qu'ils ont été à ce point intégrés à cette petite clique de Français Ça, moi, c'est vraiment l'aspect qui me dérange, c'est tout l'aspect néocolonial du truc. Faut 70K déjà, plus le temps, puis il faut avoir la motivation, lol, j'aurais trop peur. Oui, c'est ça. Arrêtez de penser que les prolos peuvent rien faire, il y a les vacances quand t'es salarié et tout. Non mais oui, je suis d'accord, mais quand t'as 2 semaines de vacances, tu vas pas monter l'Everest, tu dors. Parce que vous pouvez pas le faire, les autres ont pas le droit, je comprends pas la take. Non.
On n'a pas dit que Inoxtag n'avait pas le droit de le faire, ni que les gens n'avaient pas le droit de le faire. Qui a dit ça? Tu es fou. Et il y a une sorte d'exaltation de l'amitié que je trouve particulièrement forte dans les milieux populaires et beaucoup moins instruite. Après, est-ce qu'on peut dire que les Sherpas c'était ses amis? Il y a un rapport financier, il y a un rapport... il les paye, quoi. Est-ce que s'il les payait pas, il serait là? Relation commerciale, ouais, on est d'accord. Hein. Mani, je pense, les autres, moins. Ah ouais, j'ai pas... Mais oui, j'ai répondu. Non. Mentale, ou en tout cas, si elle n'est pas pensée comme telle, et c'est pas ça qui est mis en avant. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit, du coup, tous les jeunes vont vouloir faire l'ascension de l'Everest. Ben non, tout le monde a compris qu'il s'agissait aussi d'une métaphore existentielle et que, effectivement, comme il l'a dit aussi lors de sa promo, à chacun son Everest, quoi. L'esprit shonen, c'est vraiment l'esprit de dépassement de soi, dépasser ses limites. On dit esprit Shushi, esprit Shogun. C'est devenu Kaizen petit à petit. En fait, le Kaizen, moi, j'en ai une connaissance autre, c'est que c'est aussi, littéralement, je crois que c'est amélioration de soi, enfin, aller vers le meilleur, je sais plus quel est le terme. Ça veut dire s'améliorer jour après jour, devenir meilleur petit à petit. Eh ben, c'est aussi une méthode de management très violente dans les entreprises privées capitalistes qui consiste à mettre une pression en permanence sur les salariés pour qu'ils adaptent en permanence leur productivité aux impératifs capitalistes. Donc, qui est formulé comme ça accentue le discours quand tu veux, discours majoritairement porté par les gens privilégiés par leur vie. Alors oui, tu peux le prendre d'un côté, c'est un discours méritocrate, mais tu peux aussi le prendre comme un côté de crois en tes rêves. En fait, les gens, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que même si la méritocratie n'existe pas, le discours crois en tes rêves, il est important quand même. Enfin, je sais pas, je believe en fait. Ouais, crois en tes rêves, c'est une arnaque. Ouais, mais putain, mais en fait, moi, si je... As a prolo, en tant que prolo, ça m'a aussi fait penser en fait, croire en mes rêves, ça m'a aussi aidé, quoi. Surtout pendant ma dépression, mon rêve, c'était juste d'aller mieux. Et genre, bon... Si tu crois pas, t'as pas de raison de vivre. Si tu crois pas, tu te butes. Hein. Ça dépend par qui est porté ce discours. Non, mais en fait, croire en ses rêves, perso, ça m'énerve. Mais je comprends en plus que ça énerve. Si j'ai plus de rêves, autant me buter. Bah oui, c'est ça. C'est en mode... Est-ce que dire... Ouais, comme dire aux gens qu'il faut pas croire en ses rêves, c'est les enfermer dans leur vie. Mon problème, c'est que croire en ses rêves, c'est trop libéral. Quel rêve pour faire quoi? Bien sûr, en fait, croire en ses rêves, il faut juste le dissocier de réussir ses rêves. Croire veut pas dire que tu vas réussir. Par contre, ça veut dire viser. Les gens, on croit en la gauche, hein. Et encore. On continue d'essayer d'un peu croire en la gauche. C'est pas un rêve d'imaginer que la gauche, elle passe au pouvoir. Ça veut pas dire qu'on va réussir, hein, mais ça veut dire qu'on s'attache à quelque chose, quoi. Croire, c'est s'attacher. Vous voyez ce que je veux dire? Croire, c'est avoir un minimum d'espoir. Espère en tes rêves? Je sais pas. Quelle gauche? Ouais, c'est très optimiste, mais... on y croit, on essaye d'y croire. En tout cas, on l'abandonne pas totalement. Ouais, peut-être croire en ses rêves, c'est un peu facile, mais n'abandonne pas tes rêves, forcément. N'abandonne pas totalement tes rêves. Sois réaliste sur tes rêves, tout en les gardant dans un coin de ta tête. J'ai pas de rêve, en vrai. Bah, moi non plus, Wasagi, mais en soi, c'est genre... n'abandonne pas totalement tes rêves, même s'il faut pas que tu sois délu sur le fait que tu vas forcément les réussir. Juste, ne crois pas totalement en tes rêves. Y a pas un rêve collectif? Bah si, le rêve du collectif aussi, c'est un rêve. Elon Musk croit en ses rêves. Ouais, après, il y a rêve et rêve. Hein. Parce qu'en fait, en écrivant l'article, vraiment, je me suis dit, ok, est-ce que le déplacement de soi, c'est intrinsèquement une notion libérale? Et si c'est le cas, nous, par exemple, anticapitalistes, ce qui est comme ça que je me perçois, socialiste révolutionnaire, bah, qu'est-ce que nous, on prône? Est-ce qu'on prône le fait de ne pas se dépasser? Je suis un peu surpris de la position de Framont ici. Bah, Framont, il est toujours assez dans la mesure et dans le matérialisme de essayer de comprendre comment un discours... En fait, Framont, il a arrêté de rejeter les discours pour essayer d'adapter les discours à la gauche. De voir comment on pourrait récupérer les discours à gauche. Surtout sur des discours qui sont pas forcément très politisés. Donc moi j'aime toujours bien les analyses de Framont. Et là, j'ai fait appel à, pour le coup, la culture ouvrière et la culture de la conflictualité sociale, la culture révolutionnaire. C'est aussi une culture du dépassement de soi. C'est aussi appeler les gens à faire la révolution, appeler les gens à défier leur hiérarchie, appeler les gens à défier les oppressions racistes, coloniales, sexistes. Bah, c'est quand même les appeler à sortir... Il est dans la bataille culturelle en mode empowerment. Waouh, c'est maoïste. De leur place, à sortir de la place qu'on leur a assignée, quoi. On a raison de se plaindre, mais il faut sortir du soin individuel pour faire un soin collectif, pour agir sur nos plaintes. Mais il faut se plaindre. Il faut se plaindre de ces conditions de travail pour que les ouvriers se révoltent, en fait. Ouais, j'aime mon analyse, laissez-moi. Se plaindre, c'est déjà espérer que ça peut changer. Se plaindre, c'est déjà se rendre compte que c'est chiant, quoi. On arrêtera de se plaindre quand tout ira bien. Et encore, on aura d'autres choses à plaindre, moi j'en suis sûre. C'est en voyant qu'on est plein à se plaindre qu'on fait du collectif. Bah c'est déjà en voyant qu'on se plaint d'un truc qu'on identifie le problème, quoi. Je pense qu'en fait, là, il y a un enjeu stratégique pour moi.
Et pour nous, à l'équipe de Frustration, c'est quelque chose qu'on pense régulièrement. Il a été bien documenté que depuis les années 70, la bourgeoisie capitaliste a phagocyté les idéaux de la gauche, les idéaux libertaires, même les idéaux anarchistes, et les a intégrés, les a digérés dans sa propre narration. Donc par exemple, l'envie d'être plus autonome, l'envie d'autogérer, ça a été intégré par énormément de méthodes de management. Ouais. Et on le voit, cette digestion, elle se fait encore maintenant. Les idéaux du mouvement LGBTQI sont en permanence récupérés par les grandes marques, par exemple. Alors face à ça... Oh, le pinkwashing, les woke, on vit dans la société woke. Ah, le woke. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lâche l'affaire? Il est fort le capitalisme, il est fort. À partir du moment où le capitalisme a touché un truc, on laisse tomber. Dans ce cas-là, moi je trouve que c'est plutôt une posture de défaite. Ou est-ce qu'au contraire, nous-mêmes, on prend la même démarche? C'est-à-dire qu'on va aller prendre les choses qui nous intéressent et on va les tirer vers... Le venez comme vous êtes de McDo, le même McDo qui se peint en vert. Ouais, d'où l'eau de la concurrence, bah ouais. En tant que militant révolutionnaire, quand je vois le documentaire d'Inoxtag, je pourrais effectivement être dans une posture qu'on appelle gaucho-chiante, c'est-à-dire on râle, on dit voilà, c'est de droite, c'est nul, ce documentaire qu'énormément de gens aimaient, nous on déteste parce qu'on est des purs, on est des vrais. Ou est-ce qu'au contraire, on va aller prendre ce qui nous intéresse dedans, de façon, oui, j'admets, un petit peu opportuniste, mais aussi pour s'approprier cette référence culturelle. Il y a un trans dans Spinderman, les woke ont gagné. Ouais, s'ils se rendent même pas compte que le but c'est aussi de créer chez eux ça pour les faire parler et d'essayer de en même temps vendre aux trans parce que les trans sont de plus en plus dans la société. Pourquoi? Parce qu'il y a des... En fait, vu que ça existe et vu que c'est de plus en plus quelque chose qui est diffusé et un discours qui est diffusé, les gens peuvent plus facilement se rendre compte qu'ils sont trans. Du coup, il y a plus de trans parce que avant, les trans savaient juste pas qu'ils étaient trans. Et du coup, voilà, ça crée tout ça et ça fait que c'est utilisé. Donc, bon, oui. Après, il faut être nuancé, même si c'est fait avec des intentions mercantiles, au moins, ça va dans le bon sens. Ouais, mais ce qu'il y a à prendre en considération, c'est pas le... Oui, je préfère que le mercantilisme aille dans ce sens-là que dans le mercantilisme du sens d'Elon Musk. Mais en fait, c'est le fait que ça soit récupéré et que du coup, ça donne un aspect de gauche et que ça crée du coup une réactance en plus chez les réactionnaires et un contre-discours. Et c'est surtout que c'est pas des gauchistes. Enfin, ça alimente le capitalisme. Ça va pas, ça crée pas un truc de oh là là, les trans, les LGBT et les noirs et les arabes vont être bien parce qu'ils te vendent des trucs en t'incluant dedans. Non, ça continue de te vendre des trucs, à profiter de la domination sur les pays du Sud, ça continue d'exploiter les gens, ça reste un problème quoi. Ça bouffe l'âme du truc et ça crée de la réactance. Oui, aussi. Putain. Oh, je déteste ça. Enfin, voilà, ouais, c'est ça que je cherchais. Regardez le nombre de gens qu'il y a. C'est genre, Inoxtag n'a pas créé un surtourisme. En plus, le public auquel s'adresse Inoxtag, c'est pas eux qui vont aller monter l'Everest aujourd'hui. Hein. Et ils sont actuellement pas sur l'Everest, ceux qui ont vu Kaizen. C'est vraiment un truc de bandeur riche. Bah oui, mais le surtourisme existait déjà là, et puis c'est pas les gens qui ont vu Kaizen, quoi. Le Capricène sur l'Everest. Il y a des petits détritus de potes. C'est pas très propre. Il y a un peu des poubelles, un peu partout. Tout ça apparaît. Alors, les critiques disent que ça n'apparaît pas assez. Ils n'évoquent pas le changement climatique, c'est vrai. Y a pas de. Je suis d'accord avec ça. Sur le plan écologique, c'est clairement pas un documentaire puissant. Mais bon, comment dire. On peut pas tout faire non plus, quoi. Faut pas croire qu'il y a que des prolos qui regardent Inoxtag, c'est toute la société chez les jeunes. Ouais, mais je pense que même les bourges qui ont regardé Inoxtag, ils ont pas forcément eu envie de monter l'Everest après le docu. Hein. Et ils sont pas allés là-bas. Une réflexion Et puis si c'est des jeunes, ils ont pas forcément le temps, ils ont pas... Ouais, je sais pas. Non, un truc dont je parle pas forcément dans l'article. Mais il y a une chercheuse que moi j'apprécie bien qui s'appelle Fatima Wassak, qui explique que par moments, certains idéaux progressistes, notamment l'écologie, sont un peu utilisés pour faire le procès des classes populaires et des classes populaires racisées. Je pense qu'il faut toujours avoir de la prudence. Quand on cible un jeune homme racisé, je dis pas qu'il faut tout leur pardonner, etc. Mais moi je trouve qu'il y a un traitement plus dur des classes populaires en général, d'ailleurs, sur la question de l'écologie, alors qu'en tant que classe, ce sont celles qui polluent le moins. Je me souviens, Fatima Wassak racontait comment il y a ces associations qui font ramasser les déchets dans les cités par les jeunes des cités eux-mêmes. Comme si eux n'avaient pas droit à un service de ramassage de déchets comme n'importe qui. Est-ce qu'on ferait ramasser à des gamins du 16e arrondissement leurs déchets? Est-ce qu'on tenterait de les responsabiliser sur l'écologie? Je sais pas. Logique. Mais je trouve que comme par hasard, lui tomber dessus sur cette question, voilà, faut faire attention aussi à pas inférioriser des gens déjà infériorisés socialement avec des idéaux progressistes. Je trouve que c'est un jeu dangereux, quoi. Ça me fait penser pendant les législatives. Les gens noirs et arabes qui étaient allés aider les petits vieux dans les maisons de retraite, qui avaient fait le ménage et tout, et qui étaient un peu en mode non mais regardez, il y a aussi des bons noirs et arabes. Et j'étais en mode mais les frérots, vous avez pas à leur prouver que vous êtes français comme les autres, hein. Vous avez rien à leur prouver, hein, pour pas qu'ils votent RN. Déjà ils voteront quand même RN. Et je sais pas, vous avez rien à prouver. Il y en a des gentils, oui. Et puis même si vous êtes méchants, vous êtes français. On s'en bat les couilles, il y a des français méchants.
Hakim, oh non, lui c'est un bon arabe, il nous sert le thé. Ouais, on peut. Ou celui qui a escaladé pour sauver l'enfant. Oui, lui il a eu ses papiers directs. Il faut escalader, des immeubles en feu et sauver les gosses pour vous aider en fait. Il a gagné la roue de la fortune, il a ses papiers. Bah oui. Il me semble, en tout cas de ce que je vois de ce personnage et de ce que je vois de son action sur Internet, c'est pas quelqu'un qui est fermé à la discussion. Donc pour moi, quand t'as quelqu'un dont t'estimes qu'il a pas tout à fait cerné un problème, eh ben t'en discutes avec lui. Alors pour moi, le mouvement écologiste, il devrait inviter Inoxtag dans, je sais pas, une des émissions, je sais pas laquelle, ouais. Et puis, ça serait désastreux. Discuter de ça. Et puis du coup l'amener vers ça. Franchement, je pense En fait, je pense que Framont là, il n'a pas réfléchi assez au niveau classe sociale. Ce serait désastreux. Bah, je suis désolée, ça serait désastreux d'avoir Marine Tondelier et Sandrine Rousseau de leur haute bourgeoisie du 16e en train de parler avec Inoxtag. Le paternalisme de Tondelier en plus. Ah ouais, déjà comment c'était catastrophique avec Medine. Bon, le mouvement écologique, c'est pas que Tondelier et Rousseau, il y a des mouvements pour baser à gauche. Bah, je verrais bien Inox parler avec les soulèvements de la Terre, mais les soulèvements de la Terre, ils sont pas ELV, quoi. Et là, il parle des écologistes. Les écologistes, c'est le nouveau nom de ELV. C'est clairement le nom du parti. Moi, je trouve que c'est vraiment... je trouve que c'est une stratégie perdante, parce qu'en fait, alors peut-être que c'est le cas, et peut-être qu'on découvrira en discutant avec lui des questions écologiques qui s'en foutent complètement. Je sais pas, ça arrive. Mais peut-être non. Donc dans le doute, stratégiquement, on devrait peut-être proposer autrement qu'être dans la sentence immédiate, quoi. On peut considérer Inox comme un bourgeois sur le plan économique, car sur les autres capitaux sociaux et culturels, non, le capital culturel d'Inox, puis même sa position sociale, non, je pense pas qu'on puisse considérer Inox comme un bourgeois du tout, les gens. Ah non, c'est pas un bourgeois, vous êtes fous. Votre délire de capital culturel vous bouffe le faussaire. T'as l'impression qu'Inoxtag, il est... Mais j'ai pas dit que c'était un prolo. Ah, les gens, c'est pas... les classes sociales ont évolué, hein. Vous êtes au courant que être riche, ce n'est pas avoir un capital culturel. Cette petite bourgeoisie, non, la petite bourgeoisie, c'est des gens qui n'ont pas forcément de moyens, mais qui ont le capital culturel et qui brillent par ça. Mais désolé, mais Inoxtag, il va pas être invité à des galas mondains, à des rallyes, à des trucs comme ça. C'est genre... c'est de la petite bourgeoisie culturelle. Non, petite bourgeoisie économique. C'est un nouveau riche, ouais, c'est un nouveau riche. Mais en soi, il va pas être invité à des rallyes mondains avec tous les bourges du 16e. Je suis désolée si vous imaginez ça comme ça. Déjà, les petits bourges du 16e qui votent extrême droite, ils inviteront pas Inoxtag. Hein. Vraiment, ils le regardent comme un arabe qui boit des Capri-Sun. Hein. Les bourges ont évolué aussi, mais je suis d'accord. Mais c'est pour ça, il y a une classe intermédiaire, les gens. Maintenant, on peut plus... C'est pas la classe moyenne. Pour moi, la classe moyenne, c'est pas quelque chose qu'il faut utiliser comme terme parce qu'il y a une moyennisation de la société qui fait que tout le monde se définit comme classe moyenne et ça veut plus rien dire. Mais il y a ce truc de... Pour être du 16e, tu te trompes là, tous les jeunes kiffent Inoxtag. Oui, mais c'est pas pour autant qu'il va être accepté par les rallyes mondains et que les jeunes du 16e qui kiffent Riz Corleone, ils votent pas à extrême droite. Hein. C'est un prolo nouveau riche, oui, c'est ça. J'ai un exemple. Imaginez une discussion entre Jean Massier et Inoxtag. Qui prend le dessus? Qui méprise l'autre? Qui a la domination? Les deux sont des bourgeois. Ouais, mais il y en a un qui a plus d'argent que l'autre. Et je pense que c'est Inoxtag. Vous voyez bien qu'il y a une différence entre une bourgeoisie culturelle, qui en plus a de l'argent, etc., et une bourgeoisie qui est juste un nouveau parvenu riche qui a transfuge de classe. Et je sais pas que pour défendre Inox, bien sûr qu'il est riche, les gens. Bien sûr que j'aimerais bien lui prendre sa thune, mais Inox pourrait se foutre de Jean Masse. Non, je pense qu'il sera pas à l'aise. Il va être en mode... Ouais, haha, tu peux me parler de politique haha, hi. Oui, la bourgeoisie culturelle est méprisée par la bourgeoisie financière et inversement. Waouh! La bourgeoisie, non, honnêtement, la bourgeoisie financière, qui a pas de bourgeoisie culturelle, elle se sent diminuée par rapport... Elle ressent qu'elle a pas la même bourgeoisie culturelle qu'en face, tu vois. Il y a vraiment... Bah, moi, je vous le dis, hein, je viens d'un milieu ouvrier, on le ressent. Hein. Non, c'est faux. Ah, les gens, désolé, moi, quand je parle avec quelqu'un... Si je parle avec Clément Vitorovitch, je me sens... Bon, après, je suis pas riche, mais... Je suis d'accord avec Emo, Inoxtag, il bégayerait, je pense. Ouais, non, il bégayerait pas forcément, mais il se diminuerait, quoi. Même regarder Inoxtag à Popcorn, à chaque fois, il laisse parler les autres, quoi. Oui, mais quand t'es une prolo, tu as de la reconnaissance pour le capital culturel, les bourgeois financiers méprisent la culture. Non, ils se sentent méprisés par la culture, c'est pour ça qu'ils la méprisent. C'est une réactance. C'est parce que t'as l'impression que les gens avec la culture, ils te méprisent de fou, que tu les regardes en mode... À quoi ça sert d'aller au théâtre ? Parce que t'as l'impression que les gens avec le théâtre, toute ta vie, ils t'ont dit il faut aller au théâtre, c'est trop bien le théâtre. Il y a là aussi qui joue. Ah, je sais pas, moi, les gens. Bah, en tout cas, merci Nicolas Framont. Est-ce que t'as un petit dernier mot pour conclure ou on s'arrête là? J'ai des diplômes, c'est pas pour ça que je sous-estime les autres. Non, mais c'est parce que t'es de gauche. Pierre Engageur.
Tu peux être bourgeois et basé, hein. Et tu peux être un bourgeois qui ne juge pas les prolos, hein, vous inquiétez pas. Que je suis bon. Ça va. Merci beaucoup. Bah écoute, merci. Merci, c'était un plaisir. Ah, il était bien. Esprit shonen, esprit shogun, esprit sushi. Bah oui, genre toute la LFI, bah oui. Même Cassandre, tu sens qu'il estime les gens, même Inoxtag, il estimerait. Sauf qu'il y a une dévalorisation quand tu fais pas partie de la bourgeoisie culturelle. Souvent, t'as un peu peur des autres. Souvent, pas tous, bien évidemment. Ou alors, tu vas essayer de surprouver en apprenant de la fausse ou en apprenant mal. Comme Yomi Denzel, il y a quelqu'un qui sortait l'exemple de Yomi Denzel. Je pense que Yomi Denzel, s'il parle à Jean Massier, il va essayer de lui étaler la confiture, la culture comme la confiture t'étale alors que t'en as pas, quoi. Il va utiliser des fausses références, des trucs comme ça. Coucou. Il va essayer de briller en mode moi aussi je suis de la bourgeoisie culturelle alors qu'il l'est pas, quoi. Tu fais du name dropping pour montrer que c'est... Oui, je pense qu'il ferait ça. Oui, parce qu'il y aura de la violence symbolique. Bah moi, quand je sors une référence, je suis trop heureuse des gens. Hein. Je suis en mode... Ouais, j'ai une ref, ouais. Denzel Arc. Ah bah, j'ai essayé de trouver un bourgeois qui pouvait... Enfin, il y a quelqu'un dans le chat qui le citait et je trouvais ça précis. Ça peut être typical bourgeois financier qui respecte pas la culture et qui a du mépris pour la bourgeoisie culturelle. Mais en vrai, il essaye de l'imiter tellement il la vénère. Il essaye de faire genre il en a tellement il sent... Tellement il y a une importance. Donc c'est faire en sorte de... Ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et eux, ils vont trouver ça vulgaire. Bah, un peu, ouais.